L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Et demain, 2 millions de Parisiens, voyageurs des lignes A et B du RER, auront une pensée pas forcément émue pour la CGT qui lance une journée d'action pour les 8 condamnés de Goodyear, victimes de répression syndicale, je cite. Alors, est-ce que la CGT exagère? On va recevoir dans un instant Sophie Binet, membre de la direction confédérale de la CGT, pour l'instant dans un embouteillage. On est avec Stéphanie Lecoq-Matedi, directrice des études à l'Institut supérieur du travail, que dirige M. Bernard Fivier, et Pascal Perry, économiste, dirigeant de PNC. Tiens, Pascal Perry, avant qu'on rentre dans le dossier donc de cette lutte syndicale, vous avez collaboré donc à cet ouvrage collectif. L'avenir c'est demain. L'avenir c'est demain. 27 propositions pour 2035 avec les contributions d'Éric de Montgolfier, de Philippe Le Gorju, de Xavier Fontanel, ex-Décidor, de Laurent Schwartz notamment. Et vous vous demandez, Pascal Perry, est-ce que nous sommes prêts pour une vie augmentée en 2035? C'est marrant, on en parlait hier à propos de Google là. Oui. Est-ce qu'on est prêt alors? Écoutez, je pense qu'il faut se préparer en tout cas à la révolution digitale. On le fait chaque jour dans nos vies. Le digital rentre progressivement, mais cet ouvrage a d'abord pour vocation d'essayer d'explorer dans de très nombreux domaines ce que pourrait être notre monde en 2035. C'est pas de la voyance, mais simplement peut-être un travail de prévision, d'anticipation. Comment est-ce qu'on pourra se nourrir en 2035? Vous voyez la question alimentaire, 8, 9, 10 milliards d'individus, des surfaces agricoles qui sont réduites, comment on enseignera en 2035, et puis il y a les questions du digital. Effectivement, moi il y a une participation autour de la vie augmentée. C'est une formule pour dire que avec la voiture connectée, la ville connectée, la maison connectée, l'intelligence artificielle, voilà. Il faut se préparer à ce monde. Voilà. L'avenir c'est demain. 27 propositions pour 2035, dont celle de Pascal Perry. Voilà. Alors, revenons donc sur l'actualité avec les lignes A et B du RER demain qui vont être perturbées. Une rame sur deux seulement. C'est juste 900 000 pour l'une, 1 million de voyageurs chaque jour pour l'autre. Voyez, on parle de presque 2 millions. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que d'autres rassemblements sont prévus, notamment à Nantes, Strasbourg, Nice, Toulouse, Lyon, le site Goodyear de Rion, près de Clermont, des préavis déposés aussi à la SNCF par la CGT Cheminots. Alors 8 salariés de Goodyear Amiens qui avaient été condamnés le mois dernier, et on y avait consacré une émission entière des décodeurs de l'écho. 24 mois de prison, dont 15 avec sursis pour séquestration et violence. Rappel des faits, Jean-Baptiste Huet. 7 janvier 2014, une poignée de salariés de l'usine Goodyear d'Amiens retient le directeur des ressources humaines et celui de la production. L'usine est depuis 2008 menacée de fermeture et les différents plans proposés par Goodyear n'ont satisfait ni la justice qui les a suspendus, ni les plus de 1000 salariés du site. Les propositions de reprise sont toutes tombées à l'eau, en particulier celle du provocateur Maurice Taylor, patron du groupe américain de pneus Titan. Après 30 heures de séquestration, les cadres sont enfin libérés. Les salariés finiront par approuver un accord de fin de conflit avec la direction, mais le site ferme avec ses 1143 salariés. Le 24 novembre dernier, c'est l'heure du procès. Goodyear et les cadres séquestrés ont retiré leur plainte. Le procureur du tribunal correctionnel d'Amiens requiert 1 an ferme aménageable et 1 an de sursis contre les 8 anciens salariés. Le verdict tombe il y a une quinzaine de jours, ce sera 24 mois de prison, dont 9 mois fermes. Les prévenus ont fait appel. Les réactions sont nombreuses. D'abord celle du Premier ministre Manuel Valls, plutôt diplomate. Cette décision, elle est lourde, indéniablement, mais elle est celle de cette juridiction de première instance, et en cela, le chef du gouvernement ne peut pas dire autre chose. Il faut la respecter tout en mesurant, et nous le mesurons pleinement, le choc pour les syndicalistes condamnés, pour les salariés et leurs familles de cette entreprise. Nicolas Sarkozy, quant à lui, affirme être pour la relaxe. Il ajoute que s'il était président, il n'aurait pas été d'accord avec les décisions du parquet. Enfin, à la gauche de la gauche, sans surprise, les réactions sont beaucoup plus tranchées. Jugement ignoble pour André Chassaigne, le chef de file du Front de gauche à l'Assemblée. Et criminalisation scandaleuse de l'action syndicale, explique de son côté Pierre Laurent, le président du parti de gauche. Voilà, explication signée Jean-Baptiste Huet. Stéphanie Lecoq-Matedi, il y a eu des peines de prison donc, qui ont été infligées, on attend l'appel, qui ont été infligées donc, à ces 8 salariés de Goodyear à Amiens. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas habituel. La justice, elle ne poursuit quasiment jamais. En pratique, les condamnations sont extrêmement rares.
Oui, tout à fait. C'est la première fois. C'est un jugement qui est inédit. C'est un jugement. Ça veut dire qu'on s'en est remis au juge sur cette affaire qui a rendu sa décision. Et effectivement, les peines sont extrêmement lourdes et montrent un tournant dans les relations sociales et finalement dans le rôle que doivent désormais jouer les syndicats. On est de tradition effectivement historique. On est un pays qui a sa particularité syndicale, qui a ses spécificités en termes d'organisation syndicale. Il y en a de différents courants et quelque part, au vu des exigences européennes et internationales, on tire quelque part la sonnette d'alarme en disant peut-être faudrait-il enfin fonctionner autrement au sein de notre dialogue social. La grève, c'est plus un outil en soi. Et là, c'est une grève avec des grévistes qui ont fait des choses illicites, il faut quand même le rappeler. Oui, bien sûr. Alors, illicite, en tout cas. Voilà Sophie Binet de la CGT qui va nous retrouver dans un instant. Elle va dire non, tout ça n'est pas illicite. Quelle interprétation vous donnez à ce mouvement, Pascal Perry, justement, ce mouvement de grève qui va être lancé demain par la CGT? Je le comprends pas, je le désapprouve, parce que je vois pas le rapport qui existe entre la situation à la RATP et Goodyear. Pour moi, si vous voulez, le droit ne s'arrête pas à la porte des entreprises. Il rentre dans les entreprises. Il n'y a pas de criminalisation de la fonction syndicale. Il y a simplement des gens qui se comportent de façon criminelle. Il se trouve qu'ils sont également syndicalistes et donc pour moi, il n'y a pas de droit d'exception dans ce domaine. Il n'y a pas de répression syndicale en France et il me semble au contraire qu'il faut plutôt envoyer un signal fort pour pacifier les relations entre les uns et les autres. La prise d'otage n'a pas sa place dans les relations sociales en France. Alors, Sophie Binet, bonsoir. Bonsoir, il était temps que j'arrive. Je m'interromps pour vous laisser la parole. On vient de démarrer. Alors c'est vrai, la question que je voulais vous poser, Sophie Binet, et on avait reçu d'ailleurs sur ce plateau il y a 3 semaines l'avocat de la CGT Damien Fyodorilov, qui était venu justement sur ce plateau, expliquer que quelque part il y avait une volonté de l'exécutif de politiser, de faire un exemple. Quel est le rapport concret, franchement, entre Goodyear Amiens et les usagers des lignes A et B du RER qui, demain, vont chercher leur âme en vain? Je crois qu'il y a un rapport pour tout le monde parce que cette condamnation des salariés de Goodyear, elle concerne tout le monde parce qu'elle concerne notre démocratie. D'abord, c'est une condamnation qui est extrêmement grave. C'est la première fois que des syndicalistes sont condamnés à de la prison ferme, alors que le patron et les cadres ont retiré leur plainte, donc sur réquisition unique du procureur, et que ces salariés étaient engagés dans une action collective pour défendre leur travail. Ensuite, la deuxième chose, c'est que... Une séquestration qui a duré 30 heures quand même. Exactement, sans atteinte physique, mais les cadres ont été privé de liberté pendant 30 heures. Oui, on mais est d'accord. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. La deuxième chose, c'est que cette répression syndicale qui se manifeste avec Goodyear est loin d'être un cas isolé. J'ai des dizaines et des dizaines de cas qui ne sont pas aussi graves. Juste, quand vous parlez de répression syndicale, répression, c'est un mot un peu, qui a son sens. Répression, ça veut dire quelque chose de concerté, d'organisé. Que vous ne soyez pas d'accord avec le jugement qui a été prononcé vis-à-vis de vos amis de la CGT d'Amiens, on comprend. Mais pourquoi utilisez-vous le terme de répression, quelque chose de... Alors on dirait que quelqu'un a appuyé sur un bouton en disant « Allez, tu me fais un exemple, tu me les sanctionnes, ces connards. » Voilà. Non, mais parce que la répression syndicale, c'est un fait avéré dans le pays. Aujourd'hui, quand on demande aux salariés, il y a 48% des salariés français qui considèrent que être syndiqué, c'est un frein dans leur carrière et dans leur emploi. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On est confronté à un contexte où le patronat refuse toujours de reconnaître le fait syndical en entreprise et où les choses sont assez binaires. Soit les élus sont achetés et sont des bénis-oui-oui au service de la direction, avec des tentatives aussi de corruption importantes qui existent en direction des élus dans les entreprises, sur la carrière, etc. Soit, s'il y a une parole indépendante des élus syndicaux, la répression syndicale va très vite. La répression syndicale, ça s'exerce en matière de carrière, de frein à la carrière, en matière de licenciement, en matière de poursuite en cas d'action collective. Je peux vous prendre des dizaines d'exemples, j'en ai des dizaines. Par exemple, la CGT du printemps, donc le printemps Haussmann à Paris, avec une intersyndicale, a déposé une plainte contre le printemps pour rachat, pour blanchiment et abus de biens sociaux à l'occasion du rachat du printemps par le Qatar, 700 millions d'euros de sommes illicites. Après cette plainte... Qui viennent d'où? Qu'elles viennent d'où? Du Qatar, en fait. Donc il y a une plainte... C'est quoi? Parce que somme illicite, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de l'argent sale?
La justice tranchera. Il y a une plainte qui est déposée auprès du parquet de Paris. Elle vient d'être. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Et donc, qu'est-ce qui vient d'arriver? En fait, notre local syndical a été supprimé. On a dû se battre pendant plusieurs mois pour obtenir le maintien du local syndical, comme par hasard, juste après la plainte. Ça n'est qu'un exemple. J'en ai des dizaines d'autres, des exemples. Qui est à la manœuvre, justement, quand vous parlez de répression syndicale? C'est quoi? Ce sont certains chefs d'entreprise, je parle de certains, où il y a vraiment une volonté politique en haut, au niveau du gouvernement, de François Hollande, Manuel Valls, de je ne sais qui dit allez, on va faire un sort à la CGT ou aux syndicalistes. C'est plus compliqué que ça. En fait, de fait, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que le patronat refuse pour l'essentiel toujours de reconnaître le fait syndical. Donc il y a de la discrimination syndicale dans tout le pays et les pouvoirs publics ne jouent pas leur rôle puisque les protections sont beaucoup trop faibles. L'inspection du travail n'a pas les moyens de jouer son rôle et puis que très récemment, par exemple, le délit d'entrave a été dépénalisé pour les employeurs. Le délit d'entrave, c'est quand on empêche une instance de jouer son rôle, qu'on ne donne pas les moyens aux représentants du personnel d'avoir accès aux informations, etc. Ce délit est très grave puisque c'est le fondement de la démocratie sociale. Auparavant, quand on faisait ça, on risquait la prison. Maintenant, c'est un simple délit. Au civil, c'est plus au pénal. C'est un exemple du rôle que les pouvoirs publics jouent parce qu'ils refusent d'agir contre la répression syndicale et qu'ils l'accentuent parce que là, en l'occurrence pour Goodyear, les poursuites ont été poursuivies seulement par le procureur et c'est la réquisition du procureur qui a fait le jugement. Donc on voit bien que donc, là, les parquets ne sont pas indépendants. Retire justement son appel. Hein. Exactement. Enfin, en tout cas, et nous avons des dizaines de propositions sur la table pour protéger la liberté d'expression dans l'entreprise et le fait syndical. Stéphanie, Lecoq-Matodi de l'Institut supérieur du travail, vous avez une vision générale. Lorsque Sophie Binet, lorsque la CGT parle de répression syndicale, nous annonce tous ces faits, ces dizaines de faits. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, on peut écrire un roman sur la répression syndicale. C'est encore le fait dans l'entreprise. Il y a aussi des bonnes choses qui sont faites, heureusement. Je prends l'exemple justement de la RATP. La RATP en 1996, avant, elle était toujours effectivement dans cette culture de la contention, dans la grève facile. On décide de trouver un système de sonnette d'alarme. D'alerte, voilà. De signal d'alerte en cas de grève. C'est-à-dire que on va essayer de plus prendre en otage quelque part les usagers des transports et on va décider que quand on sent qu'on veut faire grève, on va s'expliquer avant, on va essayer de passer donc d'une logique de contention à une logique d'explication et donc au début aux prémices du dialogue social. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc cette idée-là, comment elle s'est faite? Elle a permis en 10 ans d'avoir 2 fois moins de grèves quand même à la RATP, donc ça se comprend. Les managers ont été formés aussi à essayer de s'entendre, à manager les équipes et aussi à travailler avec les relations sociales. Et après, il y a eu aussi des décentralisations au niveau de la RATP sur les questions des délégués du personnel, où on ne centralise plus toutes les questions et on s'approche du terrain. Ce qu'il faut absolument, et ce que fait la CGT au quotidien dans les entreprises, c'est d'être au plus proche du terrain. Et on a une véritable difficulté, c'est que maintenant, les dirigeants sont de plus en plus loin de la base. Et les salariés se sentent abandonnés. Et le rôle des instances représentatives du personnel, elle devient vraiment essentielle, mais elle doit être construite de façon encore plus forte et de la meilleure façon dans la construction. Pascal Perry, c'est l'explication d'ailleurs de l'émergence de Sud, en partie dans certaines grandes entreprises. La CGT qui a occupé des positions fortes dans de grandes entreprises nationales, souvent des entreprises en situation de monopole, a probablement joué plus un rôle politique qu'un véritable rôle syndical avec la direction de la SNCF. Je vous ferai observer d'ailleurs que ce que vous indiquez est en partie contestable. Le délégué syndical d'Air France pour lequel la direction avait demandé une exclusion a finalement été repêché par l'inspectrice du travail. On ne peut pas dire que les inspecteurs du travail ne font pas exactement leur boulot. Le gouvernement, vous bénéficiez... Et après, maintenant, c'est au ministère du Travail de valider ou pas le licenciement. Je veux dire, l'inspection du travail, l'inspecteur est un fonctionnaire. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Mais attention, parce que l'inspection du travail... La main du gouvernement partout, c'est ça, il a raison, Pascal. Non, mais moi, je souhaite aussi parler de l'inspection du travail. Vous avez peut-être entendu
entendu parler de l'affaire Tefal, ce qu'on appelle l'affaire Tefal, où on a une inspectrice du travail qui a contrôlé l'entreprise Tefal, qui a aligné l'entreprise Tefal sur un non-respect d'heures supplémentaires et qui a été poursuivie par Tefal pour ces faits-là et par sa direction parce qu'elle a révélé à ces instances de direction qu'il y avait de la collusion entre la direction du travail en Savoie et l'entreprise Tefal. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui est menacé, c'est la liberté d'expression dans l'entreprise et le professionnalisme d'un certain nombre de cadres qui sont des contre-pouvoirs comme l'inspection du travail. Pascal Perry continue. Ou de plusieurs cas, une généralité non plus. Oui, enfin, de façon générale, vous bénéficiez d'un monopole de représentation. Je crois me rappeler qu'il y a 7% des salariés en France qui sont syndiqués. Il y en a 70% qui votent aux élections. Surreprésentés dans certains secteurs qui sont souvent les bastions publics, des entreprises en situation de monopole. Moi, j'ai vu dans ma vie personnelle, vous avez des exemples, j'en ai aussi, des délégués CGT passer des accords avec les directions, comme j'ai vu d'ailleurs d'une certaine façon, et là c'est une observation qu'on a tous pu faire, Monsieur Thibault, quand il a été élu, passer un accord avec Nicolas Sarkozy, qui était une sorte d'accord d'intelligence sociale. Vous me foutez la paix d'un côté, et puis je n'irai pas semer la zizanie dans les entreprises publiques. C'est pour ça qu'en 2010, il y a eu un mouvement de grève pendant 2 mois. En 2007, c'était le cas. Non, vous bénéficiez d'un monopole. Alors, on va revenir sur 2016, pardon. Pour moi, le droit ne s'arrête pas aux portes des entreprises. Vous bénéficiez d'un monopole de représentation. Vous en abusez souvent. Moi, je pense que votre syndicat joue plutôt un rôle négatif dans le redressement du pays et qu'au contraire, il y a beaucoup de liberté. Il a fallu des années pour condamner les responsables CGT du comité d'entreprise d'EDF, qui ont été condamnés d'ailleurs finalement pour des détournements d'actifs. Donc je crois qu'on n'a aucune leçon à recevoir de la CGT dans ce domaine. Juste, Sophie Binet, membre de la direction de la CGT. Demain, c'est quoi? C'est une grève de soutien donc qui va être menée, donc aussi bien à la SNCF, à la RATP, ailleurs. Grève de soutien donc aux salariés donc de Goodyear. C'est une mobilisation pour montrer que la question de la répression syndicale, elle nous concerne tous et toutes. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot d'ordre de grève? Parce que grève de soutien, c'est pas autorisé en France, les grèves de soutien. C'est une grève de défense des libertés syndicales et là je crois que tout le monde est concerné par cette question-là parce que d'abord c'est la liberté d'expression qui est attaquée, première chose. Deuxième chose qui est attaquée, c'est les contre-pouvoirs et on voit combien aujourd'hui il y a besoin d'avoir des contre-pouvoirs. On vient de réussir à faire condamner hier, et c'est inédit, Volcker Kluwer France, qui est l'entreprise qui a racheté Liaison Sociale, Dalloz, etc. pour optimisation fiscale et abus de biens sociaux du fait de ces montages financiers frauduleux. Ça c'est la CGT qui a réussi à le faire avec du coup une répression syndicale pour tous les représentants CGT dans l'entreprise. Et puis la troisième chose, c'est que cette question est fondamentale. Dans le terme de répression qui me gêne, ils sont pas. Qu'est-ce qui leur arrive? Il y a des pays où on parle de répression syndicale, bien entendu. Ah oui, mais moi je suis désolée, quand il y a des licenciements. Vous mettez la France sur le même chapitre que, j'en sais rien, la Turquie par exemple, que d'autres. Bien sûr, on n'est pas encore au niveau de la Turquie. Oui. Mais par exemple, on vient d'obtenir la réintégration d'un jeune syndicaliste à McDo qui était étudiant salarié, syndiqué à McDo, le premier syndiqué de son restaurant. Le jour où il a fait savoir qu'il était syndiqué CGT, licenciement, on a obtenu la réintégration 2 ans après. Donc on voit bien qu'il y a un problème. La volonté de Madame El Khomri, la ministre du Travail, de vouloir faire des référendums dans les entreprises pour que certains syndicats qui ont signé un accord et puis qui sont contredits par d'autres puissent exemple la FNAC, par exemple, sur le travail. Oui, vous faites bien de prendre l'exemple parce que je crois que la proposition est faite sur mesure pour la FNAC. Alors, en fait. Prenons parce l'exemple que le patronat n'est pas content. Est-ce que vous mettez ça au chapitre, au rayon de la répression syndicale? Le fait de pouvoir contourner certains syndicats qui disent non par un référendum justement populaire à l'intérieur de l'entreprise. Je n'appelle pas ça de la répression syndicale, mais je crois que c'est une entrave à la démocratie syndicale et à la représentation syndicale. Je pense que les dernières lois qui ont renforcé la démocratie dans l'entreprise, les lois Auroux, donc en 82-83, ces lois en fait elles liaient le renforcement des représentants du personnel à la liberté d'expression des salariés. Et donc c'est pas l'un contre l'autre. Et là, ce qui me choque profondément dans cette histoire de référendum, c'est que le référendum il est institué pour défaire ce que nous venons juste d'obtenir parce que nous avons mis en place la représentativité syndicale, qui est la règle de majorité et le droit d'opposition aux accords. Et comme on voit que le droit d'opposition à 50% ne plaît pas, on veut le supprimer en instrumentalisant le référendum. Stéphanie Lecoq-Matodi, et ce sera la dernière question, parce qu'on va se quitter. C'est quoi le climat social, là, compte tenu de ce qui va se passer demain, organisé par la CGT?
Est-ce que ça va aller crescendo en direction de l'élection présidentielle? C'est quoi le thermomètre? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? L'appel est fait par la CGT. On veut montrer qu'il y a encore des difficultés clairement dans les relations sociales en entreprise. On veut effectivement montrer que dans un contexte européen et international, c'est extrêmement difficile d'établir ces relations sociales dans les entreprises. On se pose, ceci dit, et en tout cas à l'IST, on se pose la question, où va la CGT? On a un congrès au niveau de la CGT qui arrive en avril à Marseille. Est-ce que c'est pas aussi pour rappeler et rassurer les troupes qu'on est une organisation syndicale qui reste contestataire, où on va de toute façon, de façon inéluctable, vers un syndicat réformiste? Bon, on peut se poser la question. On y reviendra, bien entendu. Courage à tous ceux qui demain ne pourront pas prendre le... C'est bien, c'est partial, c'est très objectif. Ah bah non, pas du tout. Et moi je pense aux gens qui ont payé leurs abonnements. C'est une scandaleuse. Et courage à tous ceux qui ont été condamnés à la prison, ferme. Par un juge indépendant, madame. Ça n'a rien à voir. Par un juge indépendant. Non mais c'est pas la question. Mais en France, les juges sont indépendants, madame. Et les procureurs, non. Et là, c'était la... Le juge est indépendant, il le rend son jugement au nom du peuple français. Mauvais jugement. Je souhaite bon courage à tous ceux qui vont être demain dans le RER. Moi aussi, j'en fais partie. Oui, mais c'est pas ma façon de dire c'est bien fait ou c'est mal fait. Non, pas du tout. Objectivement, et je vous ai donné la parole, j'ai donné la parole à Pascal Perry, comme j'ai donné la parole à Fyodor Rilov il y a 3 semaines quand il est venu, tout s'est bien passé. Donc non, je suis là, objectif, indépendant. Donc bon courage à tous ceux qui demain ne pourront pas prendre le RER, voilà, ce qui ne préjuge pas du jugement qui a été fait ou pas contre les syndicalistes de la CGT d'Amiens. Merci Sophie Binet, membre de la direction de la CGT. Pascal Perry, économiste qui contribue donc à l'avenir, c'est demain, ce livre collectif 27 propositions pour 2035. Et Stéphanie Lecoq-Matedi, directrice des études à l'Institut supérieur du travail. Bonne soirée, bonne nuit. Rediff tout à l'heure à 23h sur BFM Business de toute l'émission. Et on se retrouvera demain soir, jeudi à 19h. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.